L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans un exposé extrêmement détaillé, mais en tous les cas, de donner quelques éléments qui, j'espère, vont susciter une mise en action. Parce que, au-delà des informations théoriques, des informations, enfin des connaissances que je peux partager avec vous sur le sujet, l'enjeu, c'est de passer à l'action, parce que le sujet nécessite une forme de cognition incarnée. Donc du coup, de la connaissance qui passe par, je dirais, les 3 dimensions de l'être, notamment par l'action. Mais on va essayer de vous apporter quand même de la valeur en tous les cas. C'est l'intention de départ. Et ben, on est parti, hein. Alors, définir sa mission de vie et le lien que ça peut avoir avec ce que nous appelons l'excellence. Alors, je vais commencer par le M de mission de vie et je vais proposer une vision de l'humain parce que la question de la mission de vie est intrinsèquement liée à la question de l'humain. Et l'humain, je dirais dans mon système de croyance, dans mes convictions les plus profondes, est un être tridimensionnel. Et les 3 dimensions correspondent aux 3 niveaux, aux 3 typologies de besoins de l'humain. Donc une dimension d'abord corporelle, avec un certain nombre de besoins qui doivent être comblés pour que cette dimension puisse se réaliser de la façon la plus optimale. Une dimension émotionnelle qui renvoie à la question de l'âme, ou de l'état d'âme d'ailleurs, on parle d'un état d'âme, c'est pas pour rien, et qui elle aussi a un certain nombre de besoins qui doivent être comblés pour que cette dimension puisse être vécue, réalisée de la façon la plus optimale. Et enfin, une dimension existentielle, et pour ceux qui ont une affinité avec la spiritualité, on pourrait dire une dimension spirituelle de l'humain, qui elle aussi a un certain nombre de besoins qui doivent être comblés pour que cette dimension puisse se vivre et se réaliser de la façon la plus optimale et la plus efficiente possible. Et la mission de vie en réalité s'inscrit dans cette je dirais dans cette vision tridimensionnelle de l'humain, eu égard à des besoins qu'il va falloir combler. Et donc, pour nous, il va s'agir d'essayer d'identifier quel type de besoin, ou bien à quel type de besoin correspond la notion de mission de vie. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ces dimensions sont distinctes les unes des autres, mais elles ne sont pas séparées. Donc il y a une intrication, et non pas une confusion, attention, il y a une intrication des ordres qui constituent, ou des dimensions qui constituent l'humain. Alors si on s'intéresse à la question de la mission de vie, si on fait un peu d'étymologie, la mission, ça veut dire, étymologiquement parlant, envoyer quelqu'un, charger une personne de quelque chose, c'est-à-dire responsabiliser une personne dans la mise en œuvre de quelque chose. Et cette charge, cette mission, s'accompagne d'une mise en prédisposition, c'est-à-dire s'accompagne je dirais, du don de tout le potentiel pour pouvoir accomplir cette charge, pour pouvoir mener à bien cette chose dont la personne est missionnée, dont la personne est chargée, dont la personne est responsable. Donc vous voyez, on va dire le premier niveau de la mission, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes envoyés, alors envoyés par l'univers, par le Créateur, tout dépend de votre représentation de celui qui envoie, mais nous sommes envoyés pour transmettre au monde une missive, un message, et ce message, il va se matérialiser, il va se concrétiser par
un don, un apport au monde, je dirais une réalisation qui permet au monde de se maintenir dans cet état d'harmonie initiale et primitif. Et par extension, ça va donner le but de l'action. Ou on pourrait dire autrement, le but de l'existence ou de la présence. Et c'est là où ça va être intéressant de voir finalement si cette mission de vie, ou ce qu'on appelle la mission de vie, correspond seulement à des besoins d'un certain niveau ou elle participe du contentement et du fait de combler les besoins fondamentaux des 3 dimensions de l'humain. Parce que, en général, quand on parle de mission de vie, on se place tout de suite sur un niveau existentiel, excluant de ce fait les 2 autres dimensions de l'humain. Et l'enjeu pour nous, ça va essayer de voir finalement, est-ce que la question de la mission de vie ne concerne pas les 3 dimensions de l'humain? La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, effectivement la dimension existentielle. Et quand on parle de la dimension existentielle, intervient la question du sens. Il y a un certain nombre de penseurs, de thérapeutes, de spirituels, de personnes qui ont justement cette fonction d'accompagner les autres dans cette vie, qui ont produit un discours, qui ont produit un discours sur la question de ce qu'on peut appeler les peurs existentielles ou les préoccupations existentielles ou les enjeux existentiels. Et dans ces enjeux existentiels, il y a par exemple l'enjeu de la finitude, la préoccupation de la finitude. C'est-à-dire le fait que, effectivement, notre existence dans ce monde va prendre fin à un moment donné. Ça, c'est un exemple. Et parmi les éléments qui participent de ces préoccupations ou de ces enjeux existentiels, il y a la peur de l'absence de sens. Donc une préoccupation de donner du sens. Donner du sens, c'est finalement donner un pourquoi assez fort à sa vie, afin que ce besoin et que cette préoccupation, donc si on parle de besoin, on va parler de comblement et de contentement. Si on parle de préoccupation, on va donner une réponse à une question. Et la question, elle est la suivante: quel est le sens de la vie? Quel est le sens de mon existence? Parce que les questions existentielles qui sont souvent mentionnées, c'est qui suis-je? Donc c'est la question du pourquoi en un seul mot, de l'origine. Donc la question identitaire. Qui suis-je? Et là, c'est bien le sujet qui parle. Dans une préoccupation identitaire de donner du sens à son propre, je dirais au propre sujet. Donc c'est le sujet qui tente de donner du sens à son propre jeu. Et ça renvoie à la question, à la question de l'identité, qui est une question éminemment complexe. Et aujourd'hui, on va l'aborder sous un prisme particulier. On va l'aborder sous le prisme de l'excellence. Donc ça fait partie des questions existentielles. Qui suis-je? Au fond, qui suis-je? Donc la question des origines, la question du pourquoi en un seul mot, la question d'identité. Et la deuxième grande question existentielle qui est assez connue, c'est pourquoi, sous-entendu, faire, je suis là. Et là, c'est le pourquoi en 2 mots. Et ce pourquoi en 2 mots, il renvoie bien à la notion de mission, c'est-à-dire de charge, que chacun d'entre nous est amené à assumer dans cette vie. Donc finalement, la question de la mission de vie, c'est une tentative, c'est une tentative de répondre à ces questions. À la question qui suis-je et à la question pourquoi je suis là. Et en réalité, les 2 questions sont intrinsèquement liées. Parce que ce sont 2 pourquoi qui sont différents. C'est le pourquoi en un mot et le pourquoi en 2 mots. Et il y a dans le pourquoi en 2 mots une esquisse de sens du pourquoi en un mot. Ou dit autrement,
être dans sa mission de vie, c'est donner du sens dans les faits, dans l'agir, à sa première question, du pourquoi, du que suis-je, de la question identitaire. Et donc finalement, quel sens a mon existence? C'est-à-dire, quel sens a le jeu? Et la question du sens est vraiment, je dirais, intrinsèquement liée à l'humain. La preuve en est, je prends toujours cet exemple parce que pour moi il est signifiant. Après, je le partage avec vous. Probablement que vous n'êtes pas obligé de le voir comme je le vois. C'est la question des suicides dans le monde. Donc il y a, en réalité, il y a entre 800 000 et 1 million de suicides dans le monde par an. Ce qui donne à peu près une personne qui se suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Et pourquoi, en fait, je donne cet exemple-là? C'est que, d'après moi, il y a dans le suicide une esquisse de sens. La vie étant un non-sens, le seul sens que je peux lui donner, c'est la négation. Et ça, c'est pour vous dire que comment l'humain, finalement, il est câblé sur cette quête de sens. C'est-à-dire sur ce besoin irrésistible de donner du sens à son existence, même lorsque son existence semble être un non-sens. Donc le non-sens, lui donner un sens, eh ben c'est le nier. Et donc, il m'apparaît que moi que le suicide est déjà une tentative de donner une réponse à ces questions de sens qui sont éminemment liées à la question de la mission de vie. Il m'apparaît deux éléments sur la question de la mission de vie, du sens, et puis du sens de la mission de vie que j'ai donné au concept de mission de vie tout à l'heure. C'est la question de la gratitude. Et puis il y a une autre question que j'avais abordée juste par la suite. Alors la gratitude, souvent c'est compris comme étant de la reconnaissance ou de la reconnaissance, c'est pas faux. Et moi j'ai pour habitude de dire que la gratitude, en fait, c'est ce que j'appelle moi la grâce-attitude. C'est-à-dire, c'est l'attitude, le comportement, l'agissement de la grâce. Et il me semble que la gratitude, en réalité, dans son sens le plus étendu, c'est faire grâce de la grâce. C'est-à-dire, c'est faire grâce au monde, c'est faire don au monde, de la grâce, du don qui nous a été fait, de par l'univers, de par Dieu, pour ceux qui ont cette conviction, de par, je dirais, le mystère de ce qui est plus grand que nous. Parce que, peu importe le nom qu'on va lui donner, ça reste très mystérieux. Donc la gratitude, c'est en réalité faire grâce, faire don au monde, donc restituer, c'est une forme de restitution au monde de cette grâce initiale, de ce don initial, dont l'univers, dont Dieu, dont le mystère de ce qui est plus grand que nous a fait grâce et nous a donné. Et ça participe de la mission de vie, parce qu'on a dit que la mission de vie, c'est envoyer, c'est missionner, c'est charger quelqu'un. Donc dans la charge, il y a le don, d'accord, de quelque chose et lui donner la capacité, le potentiel, le pouvoir de remplir cette charge, de remplir cette mission. Et j'ai envie de dire que finalement, sur le papier, bien évidemment, c'est assez simple intellectuellement à comprendre que la mission de vie peut se résumer à la gratitude, dans le sens de restituer le don qui nous a été fait au monde. Et il me semble que c'est le sens le plus étendu de la gratitude. Bien sûr, cette gratitude, elle va nécessiter une reconnaissance. Alors, la question de la reconnaissance, si vous voulez, est à comprendre de deux manières différentes. Et la gratitude et la reconnaissance peuvent être un cercle vertueux,
ou peuvent être un cercle vicieux. Et je vais m'expliquer. Si je suis reconnu par le monde comme apportant une certaine valeur, par effet de miroir, je vais pouvoir à mon tour, moi, reconnaître la valeur que j'ai, intrinsèque. Et reconnaissant cette valeur intrinsèque, puisque c'est le monde qui me renvoie cela, c'est le monde qui me sert de miroir pour que je puisse reconnaître, c'est-à-dire connaître à nouveau la valeur que j'ai, intrinsèquement parlant, et qui probablement a été méconnue par toutes les couches, probablement du conformisme, de l'autoritarisme, de la violence que l'enfant il a pu subir, et qui finalement a été obligé de construire, de structurer des mécanismes de défense pour, je dirais, dans une dynamique de survie. Et lorsque le monde reconnaît la valeur que qu'on lui apporte, il se fait en réalité le miroir pour que nous puissions, nous, connaître à nouveau, c'est-à-dire connaître la valeur intrinsèque qui est la nôtre, à nouveau. Et dans la reconnaissance de notre valeur intrinsèque, il y a une source de motivation responsabilisante et non pas culpabilisante, suffisante pour être dans la gratitude. Donc, on voit que ces deux sujets, ces deux thèmes, de la gratitude et de la reconnaissance, peuvent être soit effectivement un cercle vertueux. Je suis dans la gratitude, je donne au monde le don qui m'a été donné, qui m'a été octroyé, et ce faisant, le monde me renvoie comme un miroir, me permet de me rendre compte de la valeur que j'ai, et ce faisant, c'est une source pour moi de motivation supplémentaire pour continuer à redonner. Et ainsi de suite dans un cercle vertueux de gratitude et de reconnaissance. Et donc le cercle vicieux, c'est de ne pas faire gratitude, de ne pas être dans la grasse-attitude. Et ce faisant, le monde ne peut pas être le miroir de la valeur ou de la grâce intrinsèque qui est la nôtre. Donc le monde ne peut pas nous reconnaître si on n'est pas, nous, dans une posture proactive de gratitude. Et ce faisant, le monde ne nous reconnaissant pas, nous n'avons pas cette source de motivation, je dirais ce moteur qui me permet à nouveau de faire acte de grâce vis-à-vis du monde, dans une tentative de donner le meilleur de soi, dans une tentative du don du meilleur de soi. Et donc je tombe dans un cercle vicieux celui-ci, parce que moins je donne le meilleur de moi-même, moins le monde peut me permettre de me rendre compte de ma valeur, et moins j'ai envie, moins j'ai la motivation, moins j'ai l'énergie, moins j'ai la niaque, pour pouvoir donner ce que j'ai à donner. Donc la mission de vie, finalement, c'est être dans ce cercle vertueux de gratitude et de reconnaissance, jusqu'à, je dirais, jusqu'à la grande mutation, jusqu'à finalement être dans une forme de comblement, parce que nous quittons ce monde en ayant donné tout ce qu'on avait à donner. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une question. La question c'est, quelle est ma mission de vie? J'ai bien compris la mission de vie, c'est quoi? J'ai bien compris son importance, j'ai bien compris en quoi elle participe à donner du sens à ma vie et donc à combler mes besoins, notamment existentiels mais pas que, et ce faisant me permettre d'accéder au bonheur ou à une forme d'épanouissement dans ce monde. Maintenant, comment je fais? C'est toujours la question du comment. Quelle est ma mission de vie et comment je fais pour découvrir ma mission de vie? Alors bon, à chaque fois que j'aborde un sujet, je vais toujours un petit peu voir sur le net ce qui se dit à propos des différents sujets. Et j'étais surpris de voir que certains proposaient de découvrir sa mission de vie en 3 minutes.
Et là, ça me paraît peut-être un petit peu exagéré, ou en tous les cas être un petit peu je dirais dans la dynamique de la modernité, où on va aller plus vite que la musique, me semble-t-il. Parce que identifier sa mission de vie, c'est justement faire une pause. C'est justement faire un break. C'est justement cesser d'être dans la course, dans la rapidité. Je parle bien de prendre conscience, je parle pas de mettre en œuvre. Prendre conscience de sa mission de vie, c'est justement ralentir le mouvement. Parce qu'il y a dans la vitesse une forme d'entrave à la prise de conscience de la charge de chacun d'entre nous. Donc de la mission de vie de chacun d'entre nous. Alors je pense que probablement sur cette question-là, il doit y avoir deux extrêmes. C'est-à-dire mission de vie en 3 minutes. Prendre conscience et découvrir sa mission de vie en 3 minutes. Ça me paraît être un extrême. Et l'autre extrême, ça serait découvrir sa mission de vie, mission impossible. Deux extrêmes. Et probablement, comme d'habitude, que je dirais que l'équilibre entre ces deux extrêmes peut permettre, en tous les cas, d'entrevoir, de prendre conscience, d'éclaircir cette question de la mission de vie. Alors, bien évidemment, on a un certain nombre de modèles qui se proposent d'être des grilles de lecture pour pouvoir identifier sa mission de vie. Après, il y a toujours deux questions. Est-ce qu'on peut découvrir sa mission de vie tout seul? Ça, c'est une première question. Et quel est le modèle le plus abouti qui va me permettre de découvrir ma mission de vie? Souvent, c'est ces questions-là qu'on peut me poser. Alors, est-ce qu'on peut trouver sa mission de vie tout seul? Je réponds toujours de la même manière, c'est pas impossible. Donc, je réponds par la négative et je pèse mes mots. C'est pas impossible, parce qu'il me semble qu'il n'y a rien d'impossible pour l'humain dans ce qui est humain, enfin, dans ce qui est accessible à l'humain. Et la question de reconnaître sa mission de vie, c'est quelque chose qui est accessible à l'humain, et donc ce faisant, il fait partie du champ du possible pour l'humain. Donc il est en possibilité humaine de découvrir sa mission de vie tout seul. Néanmoins, il y a des leviers psychologiques, intellectuels, cognitifs, qui peuvent, je dirais, entraver ou rendre extrêmement difficile la connaissance de sa mission de vie tout seul. Je ne vais pas tous les énumérer, je vais en énumérer un seul, parce qu'il est en lien direct avec notre sujet de ce soir. Et cette entrave, c'est ce qu'on peut appeler l'identité narrative. Alors l'identité narrative, pour faire très très simple, hein, je vous renvoie aux travaux de Boris Cyrulnik et d'autres qui ont travaillé sur la question de l'identité narrative. L'identité narrative, pour l'expliquer un petit peu de façon un peu simpliste, mais qui permet d'avoir une image, c'est finalement la narration ou bien l'histoire que l'on se raconte nous-mêmes à propos de nous. Il y a une forme d'ipséité dans l'identité narrative, c'est-à-dire que il y a le sujet devient autoréférence de l'histoire qui se raconte à propos de lui-même. Ça a un intérêt, c'est que ça permet de garder une cohérence identitaire. Néanmoins, il se peut que cette identité narrative, c'est-à-dire l'histoire que l'on se raconte de nous-mêmes, conformément à ce que l'on pense de nous-mêmes, c'est-à-dire conformément aux croyances que l'on a sur nous-mêmes, ou aux représentations que l'on se fait sur nous-mêmes, puisse nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. Et donc, quelle est notre mission réellement, dans les faits? Pas notre mission fantasmée. Pas ce que l'on aimerait être notre mission. Et là, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire que la séparation entre les deux, entre ce qui est réellement ou factuellement notre mission de vie, et puis ce que l'on se raconte nous-mêmes de ce que l'on pense être notre mission de vie. Et probablement dans ce qu'on pense être notre mission de vie, il peut y avoir, et c'est pas, il peut y avoir, hein, je pèse mes mots, il peut y avoir
ce que l'on fantasme être notre mission de vie, ce que l'on aimerait être une mission de vie, eu égard, je dirais, à cette proportion que l'on a à se comparer aux autres. Quand je dis ça, vous voyez que je veux pas trop m'étaler, parce que du coup, le sujet mériterait déjà plusieurs lives. Mais c'est juste pour vous donner des éléments, et là, je vous en ai un seul, c'est la question d'identité narrative, qui peut être vraiment une entrave entre nous et la connaissance de notre mission de vie, j'ai envie de dire, allez, réelle. C'est-à-dire ce pourquoi réellement nous sommes ici. Et quelque part, je dirais que ça nécessite une forme d'humilité, c'est-à-dire la prise de conscience que oui, il se peut qu'effectivement, dans ce que je pense être vrai, que ce soit une illusion. Ça nécessite une forme d'humilité. Et c'est cette humilité probablement qui peut nous amener à se dire, dans la découverte ou dans la prise de conscience de ma mission de vie, je vais me mettre en face d'un miroir, c'est-à-dire d'un autre être. Et cette personne, en réalité, est une opportunité pour moi, afin que je puisse prendre de la distance sur moi-même, afin que je puisse prendre du recul sur moi-même. Et en réalité, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière l'identité narrative, c'est qu'il y a la difficulté à prendre du recul, de la distance vis-à-vis de soi-même, dit autrement, à être l'observateur de sa propre personne. Si l'humain a inventé le miroir, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il est dans l'incapacité tout seul, c'est-à-dire sans outils, de prendre de la distance pour se voir tel qu'il est. Et en réalité, quand on fait appel à une personne ou à un groupe, c'est pour que ce groupe ou ces personnes puissent nous servir de miroir. Et donc prendre de la distance, du recul, et tenter de nous voir tels que nous sommes réellement. Donc ça, c'était par rapport à la première question. Est-ce que je peux découvrir, prendre conscience de ma mission de vie tout seul? Donc, ma réponse, elle est, ce n'est pas impossible. Probablement que même le fait d'essayer de le faire tout seul avant de tenter de le faire avec d'autres peut être intéressant et pertinent d'un point de vue, je dirais, comment on pourrait dire ça, d'un point de vue du cheminement ou de la réalisation de soi. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est quel est le modèle, quel est le meilleur modèle? Parce qu'on aime bien les meilleurs modèles, on aime bien les modèles les plus... On a bien utilisé des superlatifs. Et en réalité, le superlatif, le problème avec le superlatif, c'est qu'il laisse pas de place à autre chose. Donc, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un modèle qui n'a pas la prétention d'être le plus. C'est-à-dire qui n'a pas la prétention à ne pas laisser de place aux autres modèles. C'est un modèle qui permet de dresser les contours, d'esquisser, de mettre des mots sur quelque chose qui peut relever de la mission de vie. Ce modèle, c'est ce que nous, on appelle l'excellence, ou le MO2I, le modus operandi. Donc c'est un modèle de connaissance de soi qui a été inventé et créé par un génie français. Et oui, le génie français, ça existe encore. Qui s'appelle Joël Guillon, qu'on a eu la chance et l'honneur de rencontrer. Et dans un premier temps, de découvrir, dans un deuxième temps, de pouvoir, je dirais, faire de lui un miroir pour qu'il puisse effectivement refléter des éléments qui vont nous permettre de prendre conscience de sa mission de vie. Et on a eu aussi, je dirais, cette grâce de pouvoir se former à cette méthode et maintenant pouvoir l'utiliser, cette méthode ou ce modèle, et pouvoir l'utiliser pour aider d'autres personnes à être finalement leur miroir et à tenter de refléter des éléments qui vont leur permettre de prendre conscience
et de mettre des mots sur leur mission de vie. Alors là, ce soir, je vais pas être dans le détail de c'est quoi le MO2I, le mode opératoire identitaire itératif. On a fait un certain nombre de vidéos sur le sujet. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Je voudrais m'arrêter juste sur deux lettres. Le O de opératoire. Donc MO2I, c'est mode opératoire identitaire et itératif. Donc quand on dit mode opératoire, donc c'est un modèle de connaissance de soi qui s'intéresse non pas à la personnalité, non pas à la psychologie, non pas à la psychanalytique, etc., qui s'intéresse à l'action, c'est-à-dire aux opérations qui peuvent être mises en œuvre par l'humain. C'est la question de l'action. Et l'action, c'est-à-dire la mise en mouvement, c'est quelque chose pour lequel est câblé l'être humain. Se mettre en mouvement par des actions, par un agir, en posant un certain nombre d'œuvres, c'est quelque chose qui permet à l'humain d'être un humain. Et là, quand je dis ça, c'est que l'action est un besoin humain, un besoin corporel, un besoin émotionnel et un besoin existentiel. Besoin corporel, ceux qui sont dans le domaine de la santé le savent beaucoup mieux que moi. Hein. Lorsqu'une personne elle est dans le coma, il faut la mettre en mouvement. On peut pas la laisser sans mouvement parce que la laisser sans la changer de position, donc la mettre dans une forme de mouvement, ça ne permet pas à la personne de se maintenir en vie. Donc l'action, la mise en mouvement, est un besoin déjà avant d'être un besoin existentiel et un besoin émotionnel, est un besoin corporel, matériel, physiologique. Donc l'humain est câblé, je dirais, sur la question de l'action. L'humain a besoin d'agir et de se mettre en action pour combler, pour être comblé. On l'a déjà vu dans sa première dimension. Dans la deuxième dimension, je pense que chacun d'entre nous, moi le premier, a expérimenté dans sa vie des moments où, j'ai envie de dire nada, c'est-à-dire zéro action. Et des moments où il est à l'œuvre. D'un point de vue émotionnel, le fait de se voir dans l'inaction, dans la léthargie, ça nous met dans un état émotionnel plutôt négatif. Ça peut nous mettre dans la tristesse. Cette tristesse, elle peut... comment on peut dire ça? Elle peut nous amener à une forme de désespoir, elle peut nous amener à de la colère, à des états d'âme qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences négatives. Alors que l'action, ou le sentiment de l'œuvre accomplie, nous met dans un état émotionnel positif, de joie. Donc l'action permet de combler des besoins émotionnels, de joie. Je dirais, allez, je vais aller un peu plus loin que la joie en réalité, d'amour. La joie étant, je dirais, on va dire l'état d'âme qui permet, de donner du sens à sa vie. C'est pour ça qu'on dit la joie de vivre, ce qu'on peut appeler le bonheur. Et en réalité, la joie de vivre, c'est l'état émotionnel qui correspond à ce concept, à ce principe en réalité, qui est la question de l'amour. Et pas, attention, l'amour, pas dans le sens affectif, pas dans le sens émotionnel, pas dans le sens d'attachement. Là, je parle de l'amour en tant que principe premier de toute vie. La vie du fœtus est la résultante d'une union d'amour. Donc la vie en tant que principe de toute vie. La joie, c'est l'émotion qui accompagne cette vie. Donc l'action, elle nous permet de nous mettre dans cet état de joie. Et donc, cet état de joie peut nous amener à la question du sens. Étant en joie, je peux esquisser un sens à mon existence et à mon agir. Et maintenant, si on passe au troisième niveau, c'est-à-dire le niveau existentiel, si l'action, si on dit que la mission, son premier sens, c'est envoyer, le deuxième, c'est charger quelqu'un, ça implique de le mettre en capacité de pouvoir accomplir la charge qui est la sienne. Le troisième, si on dit
par extension, c'est le but de l'action. Donc, la mission, c'est le but de l'action, c'est-à-dire dans le sens de le but de l'existence dans l'action. Et bien, on voit bien que la notion de l'action va aussi combler des besoins existentiels, des besoins de sens. Donc, le mode opératoire, de ce point de vue-là, il se propose de donner des éléments sur la question de la mission de vie, eu égard déjà juste au haut de la modésie, qui est la notion d'action. Et là, j'ai pas pris le temps de recenser toutes les citations des philosophes, des grands penseurs, des spirituels, d'hommes qui ont vraiment marqué le monde de leur empreinte et qui ont pratiquement tous proposé une citation qui fait l'éloge de l'action, pas en tant que chose qui permet une productivité, qui permet un gain, qui permet non, mais l'action en tant que chose qui permet de donner du sens, qui permet d'être en joie, qui permet de s'épanouir, qui permet de se sentir totalement vivant. Et la deuxième chose le deuxième élément du mode opératoire sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la question de l'identitaire. Donc c'est le premier I de MO2I, mode opératoire identitaire et itératif. Identitaire, ça renvoie à la question de l'unicité de chacun. Chacun est unique dans sa manière d'agir et d'apporter de la valeur au monde. Chacun est unique dans son pouvoir d'agir. Et c'est une des grandes propositions du mode opératoire identitaire et itératif, ce qu'on appelle l'excellence. Donc, quand nous parlons de l'excellence, en réalité, nous signifions par là le mode opératoire identitaire et itératif. Et donc, la question de l'action et, encore plus fort, la question de la question identitaire. Et la question identitaire renvoie à la première question existentielle, c'est qui suis-je, hein, rappelez-vous, et renvoie à la question de l'unicité, de la singularité. Quand on est dans la singularité, on ne se compare plus aux autres. On est dans une tentative de compréhension, de prise de conscience de ce qui nous rend uniques dans le monde. Et quand on prend conscience de son unicité et de sa singularité, la concurrence disparaît. Et donc, les fantasmes de la mission de vie, l'envie de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, disparaît aussi. Il y avait une citation comme ça, alors je sais plus exactement, moi je mémorise pas forcément par cœur à la lettre près les citations, mais alors qu'est-ce qu'elle voulait dire la citation que je voulais vous partager? Oui, sois toi-même, parce que les autres entre guillemets les autres soi sont déjà pris. Et le mode opératoire identitaire et itératif nous permet vraiment de pouvoir identifier ce qui nous permet d'être soi-même. Ça me rappelle d'ailleurs un ouvrage que je pourrais vous suggérer, c'est Devenir soi-même de Jacques Attali. C'est un ouvrage qui n'est pas très conséquent en nombre de pages et qui a abordé cette question de devenir soi d'une manière très intéressante, et on peut faire beaucoup de liens en réalité avec le mode opératoire identitaire itératif. On peut faire beaucoup de liens entre ce livre et la question de l'excellence. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est barakallahu fik. Merci Ahmed de m'aider. Le ciel va t'aider. Donc le mode opératoire, en tous les cas dans ces deux aspects-là, le côté opérationnel, la question de l'action qui est centrale, et puis la question de l'unicité qui est aussi centrale, hein, d'ailleurs c'est le O et le I, hein, donc le O, le Wa, j'ai envie de dire le Wa du soi ou du moi, qui sont centrales finalement dans le MO2I, me paraissent être en lien avec la question de la mission de vie sur les deux aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire le premier, c'est que la question de l'action, c'est ce qui permet de combler les besoins sur les trois niveaux, notamment la question des besoins existentiels, et la question de l'unicité ou de la singularité, ça permet de combler un besoin identitaire. L'identité, je rappelle, hein,
c'est d'identifier ce qui est propre à chacun, ce qui est propre à chaque individu. Et quand on dit cela, donc ça implique le fait que autrui est forcément différent. Et le modèle de l'excellence selon Joël Guyon, c'est-à-dire le MO2I, nous permet de mettre en évidence ces deux aspects-là. Le pouvoir d'agir, je l'ai dit, et puis trouver sa juste place dans le monde. Prendre conscience de son pouvoir d'agir, ça va nous permettre de gagner en estime de soi, probablement par suite en confiance en soi, parce qu'on va se voir agir, on va avoir des retours des autres, et puis ça va nous permettre de trouver sa juste place dans le monde. Et ça, c'est une vraie question, parce que sa juste place dans le monde, ça s'oppose à être à une mauvaise place, ou être dans une place dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. Et être à une place dans laquelle nous ne sommes pas légitimes, ça participe au chaos, qui s'oppose à l'harmonie. Donc être à sa juste place dans le monde, c'est participer à l'harmonie du monde. Participer à l'harmonie et à la beauté du monde. Ne pas être à sa juste place, c'est participer à une forme de chaos et de disharmonie dans le monde. Et le mode opératoire, en réalité, va nous permettre de dresser les contours, de définir les contours de ce qu'on pourrait appeler notre zone d'excellence, donc notre place, ou bien la place dans laquelle nous sommes légitimes dans le monde. Et cette légitimité, elle est liée bien sûr à la mission de vie. Pourquoi nous sommes légitimes à cette place? Parce que nous avons, je dirais, nous sommes en charge, je dirais ce charge-don, ou ce don-charge, on nous a fait don de quelque chose, d'un super pouvoir, d'un pouvoir d'agir, unique, singulier, d'accord? Et il va s'agir maintenant c'est ça le côté charge du don, il va s'agir maintenant de le restituer au monde, de le partager, de le transmettre, de le restituer. Donc le mode opératoire participe effectivement à la question d'identifier sa juste place dans le monde. Et vous retrouverez vraiment tous ces éléments même dans le livre de Jacques Attali, hein. Devenir soi. Donc finalement, découvrir son excellence ou découvrir son mode opératoire, c'est découvrir, ou son MO2I, c'est découvrir le génie spécifique qui sommeille en chacun de nous. Et qui va s'agir de quoi? De réveiller. Rappelle, hein, le réveil, ça s'oppose à quoi? Au sommeil. Le sommeil, c'est quoi? C'est l'absence de conscience. Donc réveiller ce qui sommeille en nous, c'est prendre conscience, c'est-à-dire c'est être capable de mettre des mots sur quelque chose probablement dont on est inconscient. Et donc découvrir son excellence ou découvrir son mode opératoire, c'est finalement réveiller ce génie qui sommeille en chacun de nous, en prenant conscience de ce génie, en étant capable de mettre des mots sur ce génie. Génie spécifique, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça, c'est la question de l'excellence, et il me semble que ce modèle de connaissance de soi, qui s'appelle le MO2I, participe, contribue, peut nous permettre de prendre conscience de ce qui est spécifique, de notre super pouvoir, et ces deux éléments-là, me semble-t-il, d'après, je dirais, le déroulé que je vous ai proposé ce soir, participent à la prise de conscience et à la connaissance de sa mission de vie. Et ce faisant, prenant conscience de ma mission de vie, je peux mettre en place, je peux, je peux me mettre dans une dynamique de la réaliser, de réaliser cette mission de vie ou de la mettre en œuvre. On va passer à une troisième phase de ce live, c'est une phase de témoignage. Il y a des personnes en fait qui ont découvert leur excellence, leur MO2I, soit à travers un atelier, soit à travers un accompagnement individualisé, qui aimeraient témoigner ou qui peuvent témoigner de ce qu'a pu leur apporter la connaissance de leur mode opératoire, eu égard à cette question de la mission de vie. Alors, qui veut témoigner en premier? Donc c'est le moment témoignage. Et pour ce moment témoignage, je vais pas faire comme la dernière fois. Je vais
Alors, arrêter le partage et je vais hameçonner la personne qui va témoigner, la première personne. Alors, qui veut témoigner en premier? Je vais directement donner un accès aux personnes qui ont bien voulu me faire l'honneur de vouloir témoigner ce soir. Voilà. Ça fait bizarre pour moi, je me vois moi-même. Donc, tu es le miroir de toi-même ce soir. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Ahmed El Sayed. J'ai passé mon excellence en atelier, donc en début 2019, il me semble. Euh, encore une fois, merci pour ces paroles profondes, pertinentes, qui, je pense, sont à réécouter pour encore plus déceler les certaines nuances qui ont pu être dites tout le long du discours. Je pense qu'il y a pas mal de choses à revisiter pour encore plus les intégrer et surtout après faire ce travail rétrospectif sur soi sur le thème de mission de vie. Quelque chose que j'ai trouvé qui était assez parlant, en tout cas pour moi, quand tu faisais le lien entre identité et mission de vie. Donc moi, quand j'ai passé mon atelier de MO2I, initialement, c'était pour, avant tout, dans une quête de connaissance de soi. Je voulais mieux me connaître, mais vraiment dans le détail, dans les mécanismes, le process, dans l'aspect qui mène vers l'action. Et sur ça, j'ai été pleinement satisfait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que j'allais avoir un bonus. C'était justement cette découverte de mission de vie auquel je ne m'attendais pas forcément parce que je ne connaissais pas encore le modèle MO2I dans cet aspect-là, mais qui n'est pas des moindres. Euh, pour moi, la mission de vie, elle se traduit notamment par cette fameuse phrase qui est l'art de. Donc, pour moi, j'ai l'art de contribuer à l'épopée personnelle et collective de soi en actualisant le potentiel de soi. Et du coup, ça m'a permis de faire un certain état des lieux, je dirais. Est-ce que dans mon travail, dans mes occupations, dans mes relations avec autrui, que ce soit famille, amis et autres, est-ce que je suis dans ce chemin, en tout cas, de mission de vie? Donc, ça a été un travail assez important pour déjà savoir est-ce que je suis sur la bonne voie, à quel niveau dans la voie je suis, même si c'est difficile, comme tu l'as dit, il faut avoir le reflet d'autrui et le regard d'autrui, et ça, certainement un accompagnement. Mais j'ai pu faire on va dire, ce travail-là, et tu as également participé. Ça m'a permis, on va dire d'une certaine manière, d'être assez rassuré. Je pense, moi, dans mon cadre professionnel, en tant qu'aujourd'hui, je suis chef d'équipe dans le secteur de l'automobile. Je ne dirais pas que ce n'est pas ma mission de vie, ça, encore heureux. Je dirais, mais plutôt dans qu'est-ce que ça m'apporte pour justement être, on va dire, être armé, en gagnant en compétences de toutes sortes, que ce soit dans le point de vue exercice de leadership, de management et autres. Moi, j'en suis assez satisfait de mon travail, de par son apport sur l'accomplissement de soi, que je vois aligné dans cette direction de mission de vie. Donc c'est assez fortuit d'une certaine manière, car on peut dire qu'avant de connaître cette mission de vie, j'ai avancé également sur ce chemin-là, mais sans vraiment avoir de direction, on va dire, on navigue à vue d'œil. Et là, ça permet d'ancrer vraiment un présent qui soit également porté sur l'avenir. Il y a également même, j'ai envie de dire, sur les relations avec autrui, et ça, c'est un retour qu'on fait assez, que tant côté famille, ou j'ai envie de dire même, ça peut être avec certains collègues, ou même en déclarant mon mode opératoire, on me faisait le retour, mais c'est totalement ça, en fait. Moi, on disait, enfin, moi, tu as vu le potentiel en moi que je n'ai pas vu, tu m'as mis sur ce chemin-là pour que je puisse moi-même être le héros de ma propre vie, à l'échelle du travail. Mais du coup, il y avait déjà on va dire ce filon que je suivais. Par contre, un constat qui est clair et net pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est que je suis
la portée aujourd'hui, elle est assez, je dirais, mitigée et limitée. De par mon travail et mes occupations, peut-être j'en fais pas, j'en tire pas autant que je le souhaiterais, mais je ne, moi, je suis, on va dire, entre guillemets, dans un tournant dans ma vie en termes de carrière professionnelle. Comme j'ai dit, je sens que je suis je ne dis pas que je suis en dehors de mission de vie, de par ce que ça m'apporte, mais de par son impact dans le monde en tant que comment je suis au service d'autrui, quel apport de valeur j'apporte à autrui. Dans l'automobile, c'est assez limité, en tout cas pour mon cas à moi. Pour dire, j'apporte de la sécurité et du confort, mais je ne me vois pas être, je ne sais pas, en fin de vie et regarder en arrière et dire, ah, avec fierté, j'ai apporté de la sécurité et du confort, même si c'est assez important, mais encore en voir, important, c'est faut lui mettre sa bonne pondération. Donc, ça m'a également, donc je dirais, voilà, je dirais que je suis en branle sur cela. J'ai conscience que j'ai pris conscience de ma mission de vie à travers ce mode de vie. Je pense pas, encore une fois, en tout cas en ce qui me concerne, que j'en aurais pris conscience aujourd'hui si j'avais pas fait cet atelier-là, peut-être par d'autres biais ou peut-être plus tard dans ma vie. Et là, on va dire, j'ai eu cette opportunité d'avoir ça à cet âge-là. Donc, plus, comme je disais, naviguer à vue d'œil et vraiment avoir une direction, un cap et en même temps faire ce constat à l'instant T pour pouvoir rectifier le tir autrement. Et je dirais moi aussi également ce que ça m'a apporté en plus, et je t'en avais également parlé, mais c'est d'être plus à même de discerner cette voix intérieure qui ne cherche que à s'actualiser, à se mettre, vraiment vivre pleinement ce pourquoi elle a été pour moi conçue, hein, ce don qui ne cherche qu'à se manifester en touchant le plus de monde possible, mais pas tant dans la quantité, mais également dans la qualité. Et ça permet d'avoir cette question essentielle, cette thématique essentielle au cœur de ma propre vie pour, être pour pouvoir être le propre héros de ma propre vie, vraiment être achever cette fonction qui se traduit dans mon excellence, qui est l'art de contribuer à l'épopée personnelle et collective de soi en actualisant le potentiel inachevé de soi. Donc, je dirais que c'est un peu l'état des lieux. Merci pour cet état des lieux, Ahmed. Fort enrichissant. Alors, Marie-Odette, me semble-t-il. Coucou, bonsoir, salam alaikum. Donc moi, en fait, j'ai fait l'atelier de 2 jours au mois de mai, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Et en fait, j'étais venue et comme je l'ai dit en arrivant à l'atelier, je suis venue, j'ai dit j'ai plus de temps à perdre, hein. En fait, j'ai 53 ans, donc j'ai plus de temps à perdre et donc je veux aller à l'essentiel tout de suite, je veux tout comprendre tout de suite. Et en fait, franchement, j'en ai pris plein la vue, plein l'essence, plein tout pendant 2 jours. Donc déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de comprendre déjà tous les choix irrationnels que j'ai pu faire dans ma vie. Et notamment quand j'ai embrassé l'islam, ça va faire bientôt 28 ans. Et ensuite, quand je me suis voilée, et puis ensuite, j'étais un petit peu en sourdine, on va dire. Et c'était depuis 3 ans, en fait, que je commençais vraiment à prendre une autre direction dans ma vie. Enfin, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose. Donc j'ai fait plein de choix irrationnels. Par exemple, j'étais chef d'entreprise, j'ai tout arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai divorcé, j'ai vraiment ma vie, elle a pris tout un tout autre tournant. Et là, j'ai mieux compris en fait pourquoi. Et j'ai mieux compris parce qu'en fait, ma mission de vie, c'est de créer des canaux de communication pour permettre à tout un chacun de se reconnecter au divin pour l'épanouissement du plus grand nombre. Et donc, en fait, tout ça, ça a y participé. En fait, je me suis libérée de toutes les entraves, de tout ce qui m'empêchait, en fait, comment dire, de faire ma mission de vie, en fait, de la mettre en œuvre. Et une fois, en fait, que je me suis libérée de toutes ces entraves, en fait, il y a tout qui s'est ouvert.
Tout s'est ouvert. Donc, j'ai 3 livres qui me sont tombés dessus. Donc, je suis devenue écrivaine. Voilà, j'étais dans les travaux publics, je suis devenue écrivaine. J'ai fait plein de rencontres, mais vraiment super géniales, dont toi, Raouti. C'était vraiment la rencontre de ma vie, vraiment. Voilà, donc c'était vraiment, ça m'a permis de comprendre tout ça. Ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas m'empêcher de réagir, parce qu'en fait, quand on voit le mode opératoire, on voit qu'est-ce qui nous déclenche. Donc, j'ai mieux compris pourquoi. Et puis surtout, ça m'a rassurée, parce qu'en fait, je sentais au plus profond de moi que vraiment, c'était ça que je devais faire. Et en fait, le fait d'avoir des mots d'un professionnel en fait, dessus, c'est rassurant. Et puis finalement, on se sent légitime, quoi. Et en fait, voilà, donc c'est trop génial. Et en plus, cet atelier, c'était vraiment une expérience forte parce que, en fait, on voit toutes les missions de vie, toutes les excellences éclore. Et ça, c'est juste génial, quoi. Et comme tu disais, il n'y a pas de concurrence non plus. Et on sert vraiment, on a chacun une mission singulière. Et une mission singulière et en fait on participe tous à l'épanouissement et à l'harmonie en fait du monde, et chacun dans sa mission. Et justement, moi j'avais une super citation, je la cite tout le temps, c'est dans Clé de vie de Wallace Wattles, qui date quand même du 19e siècle, et il avait sorti un truc, il avait écrit un truc mais vraiment génial que je voudrais lire parce que vraiment ça résume bien, moi je trouve, cette mission de vie, puis cette harmonie et puis cette non-concurrence, qui dit « Donc les hommes et les femmes sont comme un panier de bulbes. L'un peut être une rose et ajouter de la luminosité et de la couleur dans un coin sombre du monde. Un autre peut être une fleur de lys et enseigner une leçon d'amour et de pureté à chaque œil qui voit. L'un peut être une plante grimpante et cacher les contours accidentés de certains rochers sombres. L'un peut être un grand chêne où les oiseaux nichent et chantent au milieu des branches, sous l'ombre duquel les troupeaux se reposent à midi, mais tout le monde sera quelque chose d'utile, quelque chose de rare, quelque chose de parfait. » Et ça, je trouve que ça résume vraiment super bien. Voilà. Et je te remercie encore infiniment, Raouti. Franchement, c'est vraiment une expérience trop forte. Et en plus, on fait le lien aussi avec toi, avec le prénom. Et du coup, je me suis réconciliée aussi avec mon prénom, Marie-Odette, parce que pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, je voulais qu'on m'appelle Mariam. Et là, ça y est, maintenant c'est parti. On m'appelle Marie-Odette et ça me va très bien. Voilà. Donc merci encore. Bah, un grand merci à toi pour ce témoignage et puis ce partage là une très très belle citation, Ouais, magnifique. toute chargée de sens, hein. Ouais. Ouais. Je vais tenter de répondre aux questions et après on va terminer avec le haut de opportunité parce qu'on aime bien vous donner des opportunités. Excellent, chez Excella. On aime bien vous donner des opportunités, donc ce soir il y a une opportunité aussi. Alors, avant les opportunités, il y a quelques questions. Alors, je voudrais savoir si on doit forcément être déclenché pour agir. En fait, la question du déclenchement, c'est qu'en fait, quand on agit, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a déclenché. Par contre, il se peut qu'on ait un petit peu étouffer ce déclenchement par conformisme, à cause de croyances limitantes, etc., etc. Donc du coup, j'ai envie de dire, d'un point de vue générique, oui. Pour pouvoir agir, il faut être déclenché. Après, c'est-à-dire que il se peut que le déclencheur ne soit pas vraiment le déclencheur de notre mode opératoire, donc de ceux qui participent à notre mission de vie sur Terre. Il se peut qu'on soit déclenché par justement une envie de ressembler, un fantasme de mission de vie, etc., etc. Alors, la mission de vie est-elle forcément liée à l'emploi professionnel? Ah non, pas du tout. Donc la mission de vie, en fait, c'est quelque part la mission de vie, c'est ce qui correspond à donner du sens d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue vocationnel. Et je dirais que ces 3 dimensions, finalement, ces 3 dimensions de l'humain, de la vie de l'humain, c'est-à-dire la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie vocationnelle, il y a une forme de triptyque
comme on avait dans les 3 dimensions de l'être, qui correspondent aux 3 grands besoins de l'être, c'est-à-dire la dimension corporelle, la dimension émotionnelle, puis la dimension spirituelle ou existentielle. Donc non, c'est pas forcément lié à l'emploi. Probablement qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent justement étouffer cette mission de vie, étouffer cette excellence, étouffer ce don. Ça peut se traduire par du burn-out ou du bar-out. Le burn-out, c'est quand on est surexploité et que finalement on fait deux métiers en un. Et le bar-out, c'est quand on est sous-exploité. Dans les 2 cas, en réalité, la sous-exploitation ou la surexploitation de notre être est liée à la question de notre mission de vie, qui est liée à la question de notre plan opératoire, de notre excellence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En espérant avoir répondu aux questions là. Alors, l'opportunité, là c'est simple, hein. L'opportunité que je voudrais vous proposer ce soir, c'est une opportunité univers, et du coup, on va essayer de plonger allez, on va y aller à fond dans l'univers, parce qu'il y a quelque chose qui se cache là, dans cet univers. Hop, et c'est ça l'opportunité. Vous avez une opportunité de découvrir votre excellence, où c'est l'art de mettre son excellence. Alors, initialement, c'était une faute de frappe, mais du coup, l'orthographe ne vaut que par l'intention qu'on y met. Et on peut trouver quand même un sens dans l'art de mettre son excellence, c'est-à-dire de mettre le sens profond, de restituer. L'excellence, c'est un mot que je viens d'inventer là. C'est restituer le sens profond de sa raison d'être. Ok, on a compris que c'était l'art de mettre son excellence au service de sa mission de vie. Donc c'est 2 jours d'immersion dans son propre univers. Donc les 2 jours d'atelier dont parlait tout à l'heure Ahmed et puis notre sœur Marie-Odette, ce sont 2 jours d'atelier qui sont pas, les 2 jours d'atelier ne sont pas une formation, c'est une expérience immersive, je dirais dans l'univers de chacun. Parce qu'on va pas vous mettre dans des cases, on va pas vous donner des numéros, on va pas vous donner des couleurs, mais on va essayer de trouver quelle est votre case, quel est votre numéro singulier, quelle est votre couleur singulière. Et c'est avant tout effectivement une expérience humaine, je dirais à haute valeur ajoutée. Et là, je témoigne de moi ce que j'ai pu vivre à titre personnel dans un atelier de 2 jours avec Joël Guillon, qui est l'inventeur du modèle. Donc on a un atelier ce week-end, mais l'atelier de ce week-end, il est déjà complet, le 18-19 là. Donc du coup, il y a quand même d'autres opportunités. La prochaine opportunité, ça sera le 1er et le 2 janvier. Et donc du coup, c'est intéressant parce que souvent, en début d'année, on fait des... c'est quoi la chose qu'on fait en début d'année? Voilà, les résolutions, les bonnes résolutions de la nouvelle année. Donc ça peut être bien d'impulser, de démarrer les bonnes résolutions, ou de fonder ces bonnes résolutions que l'on veut prendre pour l'année 2022 qui arrive, avec une prise de conscience, une mise en mots de ce qui correspond à notre excellence et qui peut nous permettre de délimiter les contours de notre mission de vie. Alors pour ceux qui sont intéressés, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets dans le chat le contact ou le lien du site internet, où vous pourrez prendre un rendez-vous téléphonique pour en savoir plus, durant lequel on pourra répondre vraiment à toutes vos questions concernant l'atelier, tant est-ce que l'atelier correspond à votre besoin du moment, que tous les aspects logistiques, je dirais, pour pouvoir participer au prochain atelier qui aura lieu le 1er et le 2 janvier, parce que le prochain atelier qui a lieu ce week-end est déjà complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À la base, je voulais pas tarder, hein. Mais finalement, on n'arrive pas à ne pas tarder. J'espère en tous les cas que ça a été profitable. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a suscité des réflexions. En tous les cas, j'espère avoir nourri vos réflexions sur cette question de la mission de vie. Tout à l'heure, il y avait notre sœur Nadia qui voulait en savoir plus. En tous les cas, savoir des éléments qui correspondent à ma vision sur la question de la mission de vie. J'espère avoir répondu à ta ou tes questions. Et puis,
Et puis, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, je vous propose qu'on se quitte pour cette fois maintenant, et puis qu'on puisse se retrouver une autre fois avec un autre sujet. Après, n'hésitez pas à envoyer si vous voulez qu'on aborde des sujets. N'hésitez pas à nous donner des idées. contact@excelar.fr. Et il me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour la présence. Parce que si vous n'êtes pas là, nous non plus. J'ai envie de dire. Et puis en espérant vous voir très prochainement pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'expérimenter l'atelier ou de découvrir l'excellence, j'espère vraiment vous retrouver dans un atelier pour pouvoir me faire le miroir de votre propre excellence, de votre propre mission de vie. Oui, il y aura un replay. En espérant que si vous êtes inscrite, si vous êtes dans les listes des personnes qui se sont inscrites, et c'est-à-dire qu'on a votre mail, on pourra vous envoyer le replay. C'est prévu effectivement qu'on vous envoie le replay. Et sur ce, alors je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Barakallahu fikum, que la paix soit sur vous. Très bonne soirée. Salam alaikum, salam alaikum. À très bientôt.